Par un matin glacial d'hiver, une fillette affamée entra timidement dans le hall d'une grande entreprise. L'homme d'affaires, connu pour sa froideur, décida de lui offrir un repas complet sans poser de questions. Des années plus tard, au milieu de l'effondrement de la société, elle revint, désormais l'esprit brillant capable de la sauver. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, en continuant. C'était l'un de ces matins d'hiver lyonnais où le froid mordant traversait les vêtements les plus épais et où la ville semblait plus grise et silencieuse que d'habitude. La neige tombait en flocons lourds sur les rues pavées du quartier d'affaires de la Part-Dieu et les immeubles imposants se perdaient dans la brume hivernale. L'horloge marquait à peine 8 heures lorsqu'une petite silhouette tremblante et mal vêtue apparut dans le hall rutilant de Mercier Innovation, l'une des entreprises technologiques les plus prestigieuses de la région Rhône-Alpes. L'empêche. Mercier n'était pas né du hasard, mais de décennies de travail acharné. Laurent Mercier, son fondateur, était connu dans tout Lyon comme un homme d'affaires exigeant et pragmatique. À 55 ans, il avait bâti sa réputation sur sa vision stratégique et son flair pour détecter les opportunités là où d'autres ne voyaient que des risques. Sa froideur dans les négociations était légendaire, tout comme sa capacité à prendre des décisions difficiles sans ciller. Pourtant, ceux qui travaillaient à ses côtés depuis longtemps connaissaient aussi son sens aigu de la justice et sa loyauté envers ceux qui méritaient sa confiance. Ce matin-là, cependant, ce n'était ni une proposition commerciale ni une opportunité d'investissement qui se présenta à l'accueil de l'entreprise, mais une fillette visiblement affamée, aux yeux écarquillés par un mélange de peur, de fatigue et d'une étrange dignité qui contrastait avec son apparence fragile. Elle ne demandait pas d'emploi, elle ne voulait pas d'argent. Elle était simplement entrée, timide mais déterminée, demandant si elle pourrait obtenir quelque chose à manger. « Mademoiselle, ce n'est pas un restaurant ici », dit sèchement la réceptionniste, Madame Dufour, en jetant un regard désapprobateur sur les vêtements usés de l'enfant. « Vous devriez vous adresser aux services sociaux ou à une association caritative. » La fillette, qui ne devait pas avoir plus de 12 ans, ne bougea pas. « Je suis désolée, » murmura-t-elle d'une voix à peine audible, « mais j'ai marché longtemps et je n'ai rien mangé depuis hier. » Les employés qui passaient dans le hall hésitèrent, visiblement mal à l'aise face à cette situation inhabituelle. Certains détournèrent le regard, d'autres ralentirent leurs pas, incertains de ce qu'il convenait de faire. La sécurité s'approcha, prête à escorter l'intruse vers la sortie. C'est à ce moment précis que Laurent Mercier, vêtu d'un costume impeccable et son manteau Burberry sur le bras, sortit de l'ascenseur. Il s'apprêtait à quitter le bâtiment pour une réunion importante avec des investisseurs étrangers lorsqu'il aperçut la scène. Quelque chose dans l'expression de la jeune fille, quelque chose entre la résistance et l'épuisement, le fit s'arrêter net. Laurent Mercier n'était pas un homme connu pour ses élans de charité spontanée. Sa philanthropie était calculée, stratégique, toujours liée à l'image de son entreprise. Mais à cet instant, quelque chose d'inexplicable le toucha. Peut-être était-ce la détermination qu'il lisait dans ses yeux trop matures pour un si jeune âge, ou peut-être un souvenir fugace de sa propre enfance difficile avant que le succès ne vienne couronner ses efforts. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Ici ?» demanda-t-il en s'approchant. « Monsieur Mercier, » répondit promptement Madame Dufour, « cet enfant est entré en demandant de la nourriture. La sécurité allait s'en occuper. » Laurent observa la fillette pendant quelques secondes qui semblèrent s'étirer indéfiniment. Elle soutint son regard sans défiance mais sans soumission non plus, avec une sorte de calme résigné qui semblait incongrument adulte. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il finalement. « Élodie » répondit-elle simplement. « Élodie Leblanc. » Un murmure de surprise parcourut les employés présents. Personne ne s'attendait à ce que le PDG s'adresse directement à cette intruse. La neige continuait de tomber derrière les grandes baies vitrées, formant un contraste saisissant avec la chaleur artificielle du hall. « Eh bien, Élodie Leblanc, » dit Laurent d'une voix étonnamment douce, « je ne peux pas être en retard à ma réunion, mais je pense que nous pouvons faire quelque chose pour toi. » Il se tourna vers son assistante personnelle, Sylvie Moreau, qui l'avait rejoint entre-temps, son agenda électronique à la main et une expression perplexe sur le visage. « Sylvie, annulez ma réunion de ce matin.
Dites à Monsieur Zhang que nous devrons reporter à cet après-midi. Mais monsieur, protesta faiblement Sylvie, l'équipe de Shanghai a spécialement ajusté son emploi du temps pour... Ils comprendront, coupa Laurent avec ce ton qui n'admettait aucune contestation. Puis, se tournant vers Élodie, « Viens avec. » Moi. Sans attendre de réponse, il guida la fillette vers les ascenseurs, laissant derrière lui un sillage de chuchotements étonnés. Élodie le suivit en silence, ses chaussures usées laissant de petites traces humides sur le marbre impeccable du sol. Ils montèrent jusqu'au dernier étage, où se trouvait non seulement le bureau de Laurent, mais aussi le restaurant d'entreprise réservé aux cadres supérieurs. À cette heure, il était presque vide, la plupart des dirigeants étant déjà en réunion ou en déplacement. « Bertrand » appela Laurent en direction du chef qui supervisait la cuisine. « Pouvez-vous préparer un petit déjeuner complet pour notre invité et un café pour moi, s'il vous plaît ?» Le chef, habitué aux demandes particulières de son patron, acquiesça sans poser de questions, bien que son regard curieux s'attardât sur la fillette déplacée dans ce cadre luxueux. « Assieds-toi » dit Laurent, en indiquant une table près de la baie vitrée qui offrait une vue panoramique sur Lyon sous la neige. Élodie obéit, ses yeux s'écarquillant devant le spectacle de la ville qui s'étendait à ses pieds. Pendant un moment, Laurent l'observa sans rien dire. Elle semblait si petite, si fragile sur cette chaise de designer italien, et pourtant, il y avait quelque chose dans sa posture qui suggérait une force intérieure remarquable. « Tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-il enfin. Élodie secoua la tête. « Non, monsieur, je viens de Valence. Je suis arrivé à Lyon hier. »« Seul ?» ?»« Oui. » Laurent fronça les sourcils, mais n'insista pas. Il y avait des questions qu'il ne voulait pas poser, des réponses qu'il n'était peut-être pas prêt à entendre. Le petit déjeuner arriva. Œufs brouillés, bacon, pain frais, confiture maison, fruits frais et chocolat chaud. Un repas digne d'un hôtel 5 étoiles. Pas simplement un sandwich ou un bol de céréales. Les yeux d'Élodie s'illuminèrent brièvement avant qu'elle ne se compose un visage neutre, comme si elle craignait de montrer trop d'enthousiasme. « Mange », l'encouragea Laurent. « Prends ton temps. » Elle commença à manger lentement, avec une retenue qui trahissait à la fois la faim et la volonté de ne pas paraître avide. Laurent sirotait son café en silence, répondant occasionnellement à un message sur son téléphone, mais gardant toujours un œil sur elle. Ce n'était pas dans ses habitudes de s'attarder ainsi, d'observer une inconnue, surtout une enfant qui n'avait aucun lien avec son monde d'affaires complexe et impitoyable. Et pourtant, il restait là, captivé par quelque chose qu'il ne parvenait pas à définir. Peut-être était-ce le contraste violent entre le luxe qui l'entourait quotidiennement et la pauvreté évidente de cet enfant. Peut-être était-ce l'étrange maturité qu'il lisait dans ses gestes, comme si elle avait vécu plusieurs vies en une seule, ou peut-être était-ce simplement un moment de faiblesse, un éclair d'humanité, dans une existence largement dominée par les chiffres et les stratégies. « Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ?» demanda-t-il lorsqu'elle eut terminé son repas. Élodie essuya soigneusement sa bouche avec la serviette en tissu, un geste presque comique dans sa formalité appliquée. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Trouver un endroit où dormir, je suppose. Et puis chercher du travail. »« Du travail, à ton âge ?»« J'ai presque 13 ans, » répondit-elle avec une pointe de fierté. « Je sais faire beaucoup de choses. Je peux nettoyer, faire des courses, m'occuper d'enfants plus jeunes. » Laurent se surprit à sourire. « Ce n'est pas légal d'embaucher quelqu'un de ton âge en France, tu sais. »« Je sais, » dit-elle en baissant les yeux. « Mais il y a toujours des moyens. » Cette réponse, dans sa simplicité désarmante, en disait long sur la vie qu'elle avait dû mener jusqu'ici. Laurent sentit une émotion inhabituelle l'envahir, un mélange de compassion et d'admiration pour cette résilience tranquille. « Tu as de la famille à Lyon ?» demanda-t-il, bien qu'il devinait déjà la réponse. « Non. »« Et à Valence ?» Un silence. Puis, « Plus maintenant. » Laurent Mercier n'était pas un homme que l'on pouvait qualifier de sentimental. Sa réputation d'homme d'affaires implacable n'était pas usurpée. Il avait bâti son empire en prenant des décisions difficiles, parfois au détriment des relations humaines. Son divorce 10 ans plus tôt en était la preuve la plus évidente. Son ex-femme, Caroline, lui reprochait encore aujourd'hui d'avoir sacrifié leur mariage sur l'autel de sa réussite professionnelle. Pourtant, face à cette fillette aux yeux trop vieux pour son âge, quelque chose se fissurait dans son armure soigneusement construite.
Il se leva brusquement, comme pour échapper à cette sensation dérangeante. « Je dois y aller maintenant », dit-il en consultant sa montre, une Patek. Philippe qui valait probablement plus que ce qu'Élodie avait vu dans toute sa vie. « Sylvie va s'occuper de toi. » Comme si elle avait été convoquée par magie, Sylvie Moreau apparut à l'entrée du restaurant d'entreprise. Son éternel air efficace légèrement teinté d'inquiétude. « Monsieur Mercier, votre réunion avec l'équipe de Shanghai a été reportée à 15 heures. » Monsieur Zhang n'était pas particulièrement ravi, mais il a accepté. « Parfait, » répondit Laurent en boutonnant sa veste. Puis, se tournant vers Élodie, « Sylvie va t'accompagner à l'association Soleil Levant. C'est un centre d'accueil. Pour jeunes en difficulté, ils pourront t'aider mieux que moi. » Élodie hocha la tête, son visage redevenant ce masque impassible qu'il avait remarqué dès leur rencontre. Aucune déception visible, aucune supplique, juste cette acceptation calme qui semblait être sa manière de faire face au monde. « Merci. Pour le repas, monsieur, » dit-elle simplement en se levant. « C'était la moindre des choses, » répondit-il mécaniquement. Il s'apprêtait à partir quand elle l'arrêta d'une petite voix. « Monsieur Mercier ? Ah oui, puis-je emprunter un stylo et du papier avant de partir ?» Laurent échangea un regard perplexe avec Sylvie, qui haussa imperceptiblement les épaules. « Bien sûr, » dit-il en sortant un stylo Montblanc de sa poche intérieure et arrachant une page de son carnet de notes. Élodie prit le stylo avec précaution, comme s'il s'agissait d'un objet précieux, et écrivit quelques mots avec une application touchante. Elle plia soigneusement le papier et le tendit à Sylvie. « Pourriez-vous garder ceci pour Monsieur Mercier? Il pourra le lire plus tard. » Sylvie accepta le papier avec un sourire indulgent. « Je m'en occuperai personnellement. » Laurent, intrigué, mais pressé par le temps, prit congé avec un dernier hochement de tête en direction d'Élodie. Alors qu'il s'éloignait vers l'ascenseur, il entendit Sylvie dire doucement « Viens, ma petite, allons trouver des gens qui pourront vraiment t'aider. » La journée se déroula comme tant d'autres. Réunions, appels, décisions, contrats. L'épisode du matin semblait déjà appartenir à un autre monde, une parenthèse incongrue dans sa vie parfaitement orchestrée. Ce n'est qu'en fin d'après-midi, lorsque Sylvie déposa sur son bureau une pile de documents à signer, qu'il se souvint de la fillette. « Qu'est devenue notre jeune visiteuse ?» demanda-t-il en paraphant machinalement les pages qu'on lui présentait. « Elle est en sécurité, » répondit Sylvie. « J'ai personnellement parlé à la directrice du centre. Ils vont s'occuper d'elle, évaluer sa situation et contacter les services sociaux de Valence pour comprendre pourquoi elle se retrouve seule à Lyon. » Laurent acquiesça, satisfait. Il avait fait ce qu'il pouvait, plus que ce qu'il faisait. Habituellement, à vrai dire, l'affaire était close. « Oh, et elle m'a demandé de vous remettre ceci », ajouta Sylvie en sortant de sa poche le petit papier plié du matin. Laurent le prit et le déplia. L'écriture était enfantine mais soignée, les lettres formées avec une application évidente. Le message était simple. « Merci pour aujourd'hui. Un jour je reviendrai pour vous aider. » Il fixa les mots pendant un long moment, touché malgré lui par cette promesse naïve. Quelle aide une enfant des rues pourrait-elle bien lui apporter? À lui, l'un des hommes d'affaires les plus puissants de Lyon? L'idée était presque amusante dans son absurdité. Et pourtant, il ne jeta pas le papier. Au lieu de cela, il le glissa dans son portefeuille entre ses cartes de crédit et sa carte d'identité, sans trop savoir pourquoi. Elle avait l'air différente, dit-il à voix haute, presque pour lui-même. Oui, confirma Sylvie avec un sourire énigmatique. Je ne serais pas surprise qu'elle tienne sa promesse un jour. La vie reprit son cours normal. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois. Mercier Innovation continuait de prospérer sous la direction de son fondateur visionnaire. De nouveaux contrats furent signés, de nouvelles filiales ouvertes à l'étranger, de nouveaux produits lancés avec succès. Le nom de Laurent Mercier figurait régulièrement dans la presse économique, toujours associé à des initiatives audacieuses et des réussites éclatantes. Parfois, rarement, il repensait à cette étrange matinée d'hiver. Il se demandait ce qu'était devenue cette fillette aux yeux trop matures, si elle avait trouvé une famille d'accueil, si elle était retournée à Valence, si elle avait poursuivi ses études. Il imaginait divers scénarios pour elle, toujours fugitivement, avant que les exigences de sa vie professionnelle ne reprennent le dessus. Le petit papier resta dans son portefeuille, jaunissant légèrement avec le temps, mais jamais jeté. Un rappel ténu d'un moment de faiblesse, ou d'humanité selon comment on le voyait.
3 ans passèrent ainsi. Un jour, alors qu'il participait à une cérémonie de remise de prix pour jeunes entrepreneurs à l'école de management de Benitez, Lyon, Laurent crut apercevoir un visage familier parmi les étudiants. Une jeune fille d'environ 16 ans, aux cheveux châtains soigneusement coiffés, qui le regardait avec une intensité particulière. Leurs yeux se croisèrent brièvement, et il eut la certitude fugace de reconnaître Élodie. Mais lorsqu'il voulut s'approcher après la cérémonie, elle avait disparu. Cette brève apparition, réelle ou imaginaire, il n'en était pas sûr, raviva son souvenir. Ce soir-là, rentré dans son penthouse avec vue sur le Rhône, il sortit le vieux message de son portefeuille et le relut. « Un jour, je reviendrai pour vous aider. » Cette phrase semblait désormais moins naïve, plus comme une prophétie en attente de réalisation. Il se surprit à sourire. Peut-être que la petite fille affamée avait trouvé son chemin après tout. Cette pensée lui procura une satisfaction inattendue, comme si une partie infime de cette réussite lui appartenait. Aussi par ce simple repas offert un matin d'hiver. Le temps continua de s'écouler, imperturbable. Laurent fêta ses 60 ans entouré de partenaires commerciaux et de quelques amis triés sur le volet. Sa fille unique, Camille, venue spécialement de New York où elle poursuivait une carrière dans la finance, lui offrit une édition, rare des œuvres complètes de Victor Hugo, un clin d'œil à leur passion commune pour la littérature classique, seul véritable lien qui subsistait entre eux après des années d'éloignement. « Tu devrais ralentir, papa », lui dit-elle pendant la soirée, alors qu'il s'était isolé un moment sur la terrasse. « 60 ans, c'est un cap. Tu as prouvé tout ce que tu avais à prouver. » Laurent contempla les lumières de Lyon qui scintillaient sous le ciel nocturne. « Et que ferais-je de mes journées si je ralentissais ?»« Vivre, peut-être ?» suggéra Camille, avec un sourire triste. « Voyager, lire tous ces livres que tu accumules sans jamais avoir le temps de les ouvrir, renouer avec de vieux amis. »« Les amis sont surévalués, » répondit-il avec une légèreté forcée, « et je lis suffisamment. » Camille soupira, reconnaissant la résistance familière de son père face à tout ce qui ressemblait à une ingérence dans sa vie. « Je m'inquiète juste pour toi. Tu as toujours vécu pour ton entreprise, mais l'entreprise ne sera pas là pour tenir ta main quand... » Elle s'interrompit, mais le mot non dit flotta entre eux. Vieillesse, solitude, fragilité. « Je vais parfaitement bien, » affirma Laurent en redressant instinctivement les épaules. « Mercier Innovation est plus forte que jamais. Nous venons de signer un partenariat majeur avec une start-up californienne qui va révolutionner notre division intelligence artificielle. Ce n'est pas de Mercier Innovation dont je parlais, » murmura Camille, mais elle n'insista pas. La conversation dériva vers des sujets moins personnels. La vie de Camille à New York, son récent divorce, les perspectives économiques mondiales. La soirée s'acheva sur des au revoir cordiaux mais distants, comme toujours entre eux. Cette nuit-là, pourtant, les paroles de sa fille résonnèrent dans l'esprit de Laurent plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu. Était-il vraiment devenu cet homme unidimensionnel, entièrement défini par sa réussite professionnelle? N'y avait-il rien d'autre qui comptait dans sa vie? Il repensa à Caroline, son ex-femme, maintenant remariée et vivant à Bordeaux. À Camille, qu'il avait à peine vu grandir, toujours trop occupée par des réunions cruciales ou des voyages d'affaires indispensables. Aux amitiés négligées, aux relations familiales distendues, aux moments de simple plaisir sacrifiés sur l'autel de l'ambition. Et étrangement, il repensa aussi à Élodie Leblanc, cet enfant qui avait croisé sa route un bref instant et qui l'avait marqué par sa dignité silencieuse face à l'adversité. Ce qui lui avait paru être un acte de charité insignifiant à l'époque prenait maintenant une autre dimension dans son esprit. Ce petit déjeuner offert représentait peut-être l'un des rares moments de sa vie adulte où il avait agi par pure humanité, sans calcul ni arrière-pensée stratégique. Le lendemain matin, il se réveilla avec une énergie renouvelée, repoussant ses pensées mélancoliques au fond de son esprit. Il avait une entreprise à diriger, des décisions importantes à prendre. Le reste pouvait attendre. Il ne savait pas encore que le destin avait d'autres plans et que la promesse écrite sur un petit bout de papier allait bientôt se concrétiser, d'une façon qu'il n'aurait jamais pu imaginer. 7 ans s'écoulèrent comme un souffle. 7 années pendant lesquelles Laurent Mercier continua de régner sur son empire technologique avec la même rigueur, la même vision, la même détermination, inébranlable. À 67 ans,
Il était toujours aussi imposant. Sa silhouette élancée à peine marquée par le temps, ses cheveux poivre et sel soigneusement coiffés, son regard bleu acier aussi perçant qu'à ses débuts. Pourtant, sous la surface, imperturbable, les choses commençaient à changer. D'abord imperceptiblement, puis de façon de plus en plus évidente pour ceux qui savaient observer. Tout avait commencé par la crise sanitaire mondiale, qui avait ébranlé l'économie 2 ans plus tôt. Mercier Innovation, comme beaucoup d'entreprises, avait dû s'adapter rapidement. Télétravail, réduction des déplacements, révision des chaînes d'approvisionnement. Laurent avait initialement vu cette crise comme une opportunité, orientant une partie de sa production vers les technologies médicales et les solutions de travail à distance. Mais alors que d'autres entreprises retrouvaient progressivement leur équilibre, Mercier Innovation continuait de rencontrer des difficultés. Des investissements hasardeux dans des technologies qui s'étaient révélées moins prometteuses que prévues. Des partenariats stratégiques qui s'étaient effrités face aux nouvelles réalités du marché. Des concurrents plus agiles, souvent plus jeunes, qui avaient su saisir le vent du changement avec plus d'audace. Ce matin de septembre, Laurent fixait les chiffres sur son écran avec une expression indéchiffrable. Le rapport trimestriel était sans appel. 3e trimestre consécutif de baisse du chiffre d'affaires, part de marché en recul sur tous les segments clés, valorisation boursière en chute libre. Ce n'est qu'une mauvaise passe, marmonna-t-il pour lui-même. Nous avons traversé des tempêtes bien pires. Un coup discret à la porte interrompit ses réflexions. Sylvie Moreau, toujours à ses côtés après toutes ces années, entra dans le bureau. À presque 60 ans, elle restait son bras droit, le plus fidèle, celle qui osait lui dire la vérité quand tous les autres préféraient l'adulation servile. « Le conseil d'administration est au complet dans la salle de réunion », annonça-t-elle. « Ils vous attendent. » Laurent soupira, fermant brusquement son ordinateur portable. « Ils sentent le sang dans l'eau, n'est-ce pas ?» Sylvie ne répondit pas immédiatement, pesant ses mots avec la prudence que lui avaient enseignée des décennies à côtoyer les hautes sphères du pouvoir économique. « Ils sont inquiets, » dit-elle finalement, « comme nous tous. » « L'inquiétude est pour les faibles, » rétorqua Laurent en se levant. « J'ai besoin de solutions, pas d'angoisse collective. » Il ajusta sa cravate devant le miroir accroché près de la porte, un rituel qui lui donnait toujours quelques secondes supplémentaires pour composer son visage avant d'affronter le monde extérieur. « Avez-vous préparé la présentation comme... »« Je vous l'ai demandé ?» demanda-t-il. « Oui. J'ai mis l'accent sur les perspectives de croissance à long terme plutôt que sur les difficultés actuelles. Et j'ai inclus les projections optimistes pour le nouveau département de réalité augmentée. »« Parfait, » approuva Laurent en prenant la tablette qu'elle lui tendait. « S'ils veulent de l'espoir, donnons-leur de l'espoir. L'économie est autant une question de perception que de réalité. » Mais tandis qu'ils traversèrent les couloirs désormais moins animés du siège social, plusieurs étages avaient été désertés suite aux récentes restructurations, Laurent sentait un malaise inhabituel l'envahir. Une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis ses débuts, quand chaque réunion pouvait signifier la survie ou la fin de son entreprise naissante. La peur. Non pas la peur de l'échec personnel. Il avait accumulé suffisamment de richesses pour vivre confortablement plusieurs vies, mais la crainte de voir s'effondrer l'œuvre de toute une existence. Mercier Innovation n'était pas seulement une entreprise, c'était son héritage, sa création, le prolongement de lui-même dans le monde. La salle du conseil était plongée dans un silence tendu lorsqu'il entra. Autour de la longue table en bois précieux, les visages familiers des administrateurs affichaient diverses expressions, allant de l'inquiétude polie à l'hostilité à peine voilée. Parmi eux, des vétérans qui l'accompagnaient depuis les premiers jours, mais aussi des représentants plus récents, notamment ceux des fonds d'investissement qui avaient pris des participations importantes lors de la dernière levée de fonds. « Mesdames, messieurs, » salua Laurent en prenant place au bout de la table. « Merci d'avoir répondu présent pour cette réunion extraordinaire. » Philippe Dumas, président du comité d'audit et ami de longue date, prit la parole en premier. Son visage rond, habituellement jovial, était inhabituellement grave. « Laurent, nous ne pouvons plus nous permettre de reporter cette discussion. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si nous continuons sur cette trajectoire, Mercier Innovation ne sera plus viable d'ici 18 mois. » Des murmures d'approbation parcoururent l'assemblée. Laurent sentit la colère monter en lui.
non pas contre Philippe, qui ne faisait que son travail, mais contre cette situation qu'il n'avait pas vu venir ou qu'il avait refusé de voir. 18 mois, répéta-t-il lentement. Vous parlez comme si nous étions déjà condamnés. Dois-je vous rappeler que cette entreprise a survécu à 3 récessions majeures, que nous avons réinventé notre modèle d'affaires à plusieurs reprises, que nous avons toujours su nous adapter? C'était avant, intervint Sarah Lefebvre, représentante d'un important fonds d'investissement américain. Son accent français soigneusement travaillé ne parvenait pas à masquer complètement ses origines new-yorkaises. Le marché a changé, monsieur Mercier, les consommateurs aussi. Votre dernière gamme de produits connectés n'a pas rencontré le succès escompté, et vos investissements en recherche et développement n'ont pas donné les résultats promis. Laurent ouvrit la bouche pour répliquer, mais elle poursuivit sans lui laisser le temps d'intervenir. Nos analystes estiment que le problème n'est pas seulement conjoncturel, mais structurel. Mercier Innovation a perdu sa capacité d'innovation, ironiquement. Vous êtes resté trop longtemps focalisé sur des technologies qui arrivent en fin de cycle, tandis que vos concurrents exploraient déjà de nouveaux horizons. La critique était acérée, directe, presque insolente venant d'une femme qui avait la moitié de son âge. Laurent sentit une veine pulser sur sa tempe, mais se força à garder son calme. Perdre son sang-froid ne ferait que confirmer l'image qu'ils commençaient tous à se faire de lui, celle d'un patriarche vieillissant, dépassé par son époque. « Je vous remercie pour cette analyse, Madame Lefebvre, » répondit-il avec une politesse glaciale. « Permettez-moi maintenant de vous présenter notre plan de redressement. » Il fit défiler les diapositives préparées par Sylvie, exposant avec son éloquence habituelle les mesures envisagées, recentrage sur les activités les plus rentables, partenariat stratégique avec des start-up innovantes, expansion vers les marchés émergents d'Asie du Sud-Est, investissement massif dans l'intelligence artificielle éthique, un domaine où Mercier Innovation pouvait encore revendiquer une expertise reconnue. Mais à mesure qu'il parlait, il sentait que quelque chose ne fonctionnait pas. Les regards restaient sceptiques, les postures fermées. Il avait l'impression de réciter un discours appris par cœur sans y croire vraiment lui-même. Quand il eut terminé, un silence pesant s'abattit sur la salle. Ce fut Antoine Vasseur, le doyen du conseil et son mentor des premiers jours, qui rompit ce silence inconfortable. « Laurent, dit-il doucement, avec la familiarité que seules des décennies d'amitié autorisaient, personne ici ne remet en question ton dévouement ou ta vision. Mais peut-être est-il temps d'envisager une transition. » Le mot tomba comme une sentence. Transition. Un euphémisme élégant pour désigner ce qui ressemblait fort à une mise à l'écart. Une transition, répéta Laurent, le visage soudain vidé de toute expression. Tu suggères que je me retire? Antoine eut la décence de soutenir son regard. Je suggère que nous réfléchissions ensemble à l'avenir de cette entreprise, sans tabou ni préjugés, y compris sur la question de la gouvernance. D'autres voix s'élevèrent alors, certaines abondant dans le sens d'Antoine, d'autres proposant des alternatives moins radicales. Recrutement d'un directeur général adjoint, création d'un comité, exécutif élargi, réorganisation des divisions opérationnelles. Laurent les écoutait sans vraiment les entendre, comme si leur voix lui parvenait à travers un épais brouillard. Pour la première fois de sa carrière, il se sentait véritablement menacé, non plus par des forces extérieures qu'il pouvait combattre, mais par l'érosion de la confiance même de ceux qui l'avaient toujours soutenu. La réunion s'éternisa pendant près de 3 heures. À la fin, un compromis fut trouvé. Laurent resterait président, mais accepterait de recruter un directeur des opérations de haut niveau pour superviser la mise en œuvre du plan de redressement. Une solution temporaire, tous en étaient conscients, qui ne faisait que repousser l'inévitable. Lorsque la salle se vida enfin, Laurent resta seul, contemplant par la fenêtre le panorama de Lyon qui s'étendait sous le ciel d'automne. Cette ville qu'il aimait tant, où il avait construit sa vie et son empire, semblait soudain étrangement distante, comme si elle aussi commençait à lui échapper. Sylvie entra silencieusement, déposant devant lui un dossier qu'il n'avait pas demandé. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il sans détourner son regard de la fenêtre. « Les CV des candidats potentiels pour le poste de directeur des opérations, » répondit-elle. « J'ai pris la liberté de faire une première sélection. » Laurent laissa échapper un rire. «
Sans joie. Tu savais que ça arriverait, n'est-ce pas? Avant même cette réunion. Sylvie s'approcha, se tenant à ses côtés face à la fenêtre. Je savais que des changements étaient nécessaires, comme vous le saviez aussi, au fond. Il hocha lentement la tête. 35 ans, Sylvie. 35 ans à bâtir cette entreprise pierre par pierre, et maintenant, ils veulent que je la cède à un étranger. Pas céder, corrigea-t-elle doucement. Partager, pour la sauver. Les semaines qui suivirent furent parmi les plus difficiles que Laurent ait jamais connues. Le processus de recrutement pour le poste de directeur des opérations avançait, mais aucun des candidats rencontrés jusqu'à présent ne semblait à la hauteur de ses attentes. Ou peut-être, comme Sylvie le lui avait fait remarquer, avec sa franchise habituelle, personne ne pouvait satisfaire des critères inconsciemment conçus pour échouer. « Je ne cherche pas l'échec », avait-il protesté. « Je cherche l'excellence. » « L'excellence existe sous différentes formes, avait-elle répondu. Parfois, elle ne ressemble pas à ce que nous imaginions. Pendant ce temps, la situation de l'entreprise continuait de se détériorer. Un contrat majeur avec le gouvernement français pour le développement d'une infrastructure de cybersécurité avait été perdu au profit d'un concurrent plus jeune et plus agile. 3 cadres supérieurs avaient démissionné pour rejoindre d'autres entreprises, emportant avec eux leur expertise et, plus grave encore, leur réseau de contacts. Les rumeurs de difficultés financières commençaient à se répandre dans la presse spécialisée, faisant chuter encore davantage le cours de l'action. Laurent passait maintenant ses journées enfermé dans son bureau, tentant désespérément de colmater les brèches d'un navire qui prenait l'eau de toutes parts. Les nuits étaient spires encore. Allongé dans l'obscurité de sa chambre, il fixait le plafond pendant des heures, rejouant mentalement les décisions qui l'avaient conduit à cette impasse, cherchant le moment précis où tout avait commencé à dérailler. Ce matin d'octobre, il arriva au bureau plus tôt que d'habitude, les traits tirés par une nouvelle nuit d'insomnie. L'immeuble était presque désert à cette heure. Seuls quelques agents d'entretien terminaient leur service de nuit. Il aimait ce moment particulier, juste avant que la ruche ne s'éveille, quand le silence lui permettait de penser clairement. Il fut donc surpris de trouver Sylvie déjà installée à son poste, apparemment plongée dans la lecture d'un dossier volumineux. « Vous êtes matinale », remarqua-t-il en accrochant son manteau. « Je pourrais vous dire la même chose », répondit-elle, en levant les yeux. « Mais j'ai une bonne raison d'être là, j'ai peut-être trouvé notre perle rare. » Laurent haussa un sourcil sceptique. « Encore un candidat miraculeux ?»« Une candidate cette fois, » précisa Sylvie. « Et oui, je pense sincèrement qu'elle pourrait être exactement ce dont nous avons besoin. » Elle lui tendit le dossier qu'elle consultait. La photo agrafée en première page montrait une femme d'une trentaine d'années, au visage fin encadré de cheveux bruns coupés au carré, avec des yeux sombres et intelligents qui semblaient défier l'objectif. Élodie Leblanc, lut Laurent à voix haute. Le nom éveilla un écho lointain dans sa mémoire, mais il n'arriva pas à le situer précisément. 32 ans. N'est-ce pas un peu jeune pour un tel poste? L'âge n'est qu'un chiffre, répliqua Sylvie. Regardez plutôt son parcours. Laurent parcourut le CV, d'abord distraitement, puis avec une attention croissante. École des hautes études commerciales de Paris, major de promotion. MBA à l'INSEAD. Première expérience professionnelle chez un concurrent direct de Mercier Innovation, où elle avait gravi les échelons à une vitesse fulgurante. Puis direction des opérations chez TechVision, une start-up qu'elle avait contribué à transformer en entreprise de taille intermédiaire en seulement 4 ans. Plusieurs articles de presse la citaient comme l'une des femmes d'affaires les plus prometteuses de sa génération. Impressionnant, admit Laurent. Mais pourquoi quitterait-elle TechVision maintenant? D'après ce que je vois, l'entreprise est en pleine croissance. C'est ce que je lui ai demandé quand je l'ai contactée, dit Sylvie. Sa réponse était intéressante. Elle a dit qu'elle cherchait un défi plus grand. Une entreprise avec une histoire et un héritage. Pas seulement une success story récente. Elle a spécifiquement mentionné Mercier Innovation comme un modèle d'innovation durable qu'elle admirait depuis longtemps. Laurent émit un son sceptique, des flatteries pour décrocher un entretien. Peut-être, concéda Sylvie, ou peut-être pas. En tout cas, elle est disponible cet après-midi pour un entretien, si vous êtes intéressé. Laurent hésita. Une part de lui, la part fatiguée, désabusée, voulait simplement reporter cette rencontre.
comme il l'avait fait avec tant d'autres candidats ces dernières semaines. Mais quelque chose dans le regard déterminé de cette femme sur la photographie, ou peut-être dans la conviction inhabituelle de Sylvie, éveilla sa curiosité. « Très bien, décida-t-il, 14 heures dans mon bureau, mais prévenez-la que je n'ai qu'1 heure à lui consacrer. » L'après-midi arriva plus vite qu'il ne l'aurait souhaité. Laurent avait passé la matinée à gérer une autre crise, un fournisseur clé menaçant de rompre leur contrat en raison de retard de paiement, et n'avait pas eu le temps de se préparer davantage pour cet entretien. Il relisait rapidement le CV d'Élodie Leblanc quand Sylvie annonça son arrivée. « Faites-la entrer », dit-il en se levant, ajustant machinalement sa cravate. La femme qui pénétra dans son bureau dégageait une assurance tranquille qui le frappa immédiatement. Grande, élégante dans un tailleur gris anthracite parfaitement coupé, elle s'avança d'un pas assuré, main tendue. « Monsieur Mercier, c'est un honneur de vous rencontrer. » Élodie Leblanc. Sa poignée de main était ferme, son regard direct. Laurent fut surpris de constater qu'elle était encore plus impressionnante en personne que sur sa photographie. Une présence qu'on ne pouvait ignorer, un mélange rare d'autorité naturelle et de charisme discret. « Prenez place, Madame Leblanc, » dit-il en indiquant le fauteuil face à son bureau. « Sylvie m'a beaucoup parlé de vous. »« En bien, j'espère, » répondit-elle avec un léger sourire qui illumina brièvement son visage sérieux. « Suffisamment pour que j'accepte de vous rencontrer, malgré un emploi du temps particulièrement chargé, » précisa Laurent, reprenant instinctivement la posture distante qu'il adoptait dans les négociations importantes. « Je comprends, » dit-elle simplement, « et j'apprécie d'autant plus que vous m'accordiez ce temps. » L'entretien commença de façon conventionnelle. Questions sur son parcours, ses réalisations, sa vision du poste. Mais rapidement, Laurent fut surpris par la profondeur de ses réponses et, plus encore, par sa connaissance approfondie de Mercier Innovation. Elle ne se contentait pas de réciter des informations publiques, elle semblait avoir une compréhension intime des défis spécifiques auxquels l'entreprise était confrontée. « Vous avez fait vos devoirs, » remarqua-t-il, après qu'elle eut analysé avec précision les faiblesses de leur dernière gamme de produits connectés. « J'ai toujours pensé que le respect se manifeste par la préparation, » répondit-elle. « Et j'ai un grand respect pour ce que vous avez bâti, monsieur Mercier. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une sincérité, une émotion contenue, qui le troubla. Cette femme n'était pas simplement en quête d'un poste prestigieux, elle semblait porter un intérêt personnel à l'entreprise, presque comme si elle avait un lien avec elle. « Puis-je vous demander pourquoi Mercier Innovation ?» interrogea-t-il, abandonnant momentanément son script mental d'entretien. « Avec votre profil, vous pourriez rejoindre n'importe quelle entreprise du CAC 40 ou lancer votre propre start-up. Pourquoi choisir un navire qui, soyons honnêtes, traverse actuellement une zone de turbulence ?» Élodie soutint son regard sans ciller. « Précisément pour cette raison. Je ne cherche pas la facilité, monsieur Mercier. Je cherche du sens. Et quel plus grand sens que de contribuer à préserver et réinventer un héritage comme le vôtre. » Elle fit une pause, semblant hésiter avant de poursuivre. « De plus, j'ai une connexion personnelle avec votre entreprise. »« Une connexion ?» répéta Laurent intrigué. « Disons que Mercier Innovation a joué un rôle dans ma vie à un moment crucial, » expliqua-t-elle avec une réticence évidente. « Mais c'est une longue histoire et je ne voudrais pas abuser de votre temps. » Laurent consulta sa montre, surpris de constater que l'heure qu'il avait allouée était déjà écoulée. Pourtant, contrairement à son habitude, il ne ressentait pas l'impatience qui le gagnait généralement à la fin des entretiens. « J'ai tout mon temps, » dit-il, réalisant avec étonnement qu'il le pensait vraiment. Elle secoua doucement la tête. « Une autre fois, peut-être. Pour l'instant, j'aimerais vous présenter ma vision pour redresser la situation actuelle, si vous me le permettez. » Sans attendre sa réponse, elle sortit de sa serviette un document relié qu'elle posa devant lui. « J'ai préparé une analyse détaillée et un plan d'action en 3 phases. La première phase concerne les mesures d'urgence pour stabiliser la trésorerie et rassurer les investisseurs. La deuxième se concentre sur la restructuration interne et la redéfinition des priorités stratégiques. La troisième vise le retour à la croissance grâce à une approche d'innovation que j'appelle technologie avec âme. » Laurent feuilleta le document, impressionné malgré lui par la clarté de l'analyse et l'audace des solutions proposées. Ce n'était pas un simple exercice théorique. Chaque recommandation
était ancrée dans une compréhension précise des forces et faiblesses de l'entreprise, des tendances du marché et des ressources disponibles. « C'est remarquable, admit-il. Combien de temps avez-vous passé à préparer ceci ?»« Disons que je n'ai pas beaucoup dormi ces derniers jours, » répondit-elle avec un sourire qui, pour la première fois, trahissait une certaine fatigue. « Mais c'était un investissement nécessaire. Je ne vous demande pas de me faire confiance sur parole, monsieur Mercier. Je vous demande de me juger sur mes idées et ma capacité à les mettre en œuvre. » Laurent referma le document, soudain conscient qu'il se trouvait face à quelqu'un d'exceptionnel. Pendant l'heure qui venait de s'écouler, il avait momentanément oublié ses préoccupations, sa fatigue, son amertume. Pour la première fois depuis des mois, il avait entrevu une lueur d'espoir. « Une dernière question, Madame Leblanc, » dit-il en se levant. « Si vous obteniez ce poste, quelle serait votre première action ?» Elle se leva à son tour, le regardant droit dans les yeux. « Je rencontrerai chaque membre de l'équipe dirigeante, du plus ancien au plus récent. Pas pour juger, mais pour comprendre, pour écouter leurs craintes, leurs idées, leurs aspirations. Car la solution n'est pas seulement dans les chiffres ou les stratégies, mais dans les personnes. C'est là que réside la véritable force de Mercier Innovation, dans son capital humain. » Laurent hocha lentement la tête, frappé par la justesse de cette réponse. Il tendit la main qu'elle serra avec la même assurance qu'au début de leur rencontre. « Merci pour cet entretien, Madame Leblanc. Nous vous recontacterons très prochainement. » Après son départ, Laurent resta debout devant la fenêtre de son bureau, contemplant la ville qui s'étendait sous le ciel d'automne. Le soleil commençait à décliner, baignant les bâtiments d'une lumière dorée qui rappelait les jours meilleurs. Sylvie entra discrètement. « Alors ?» demanda-t-elle simplement. Laurent se tourna vers elle, un sourire rare éclairant son visage fatigué. « Appelez-la. Dites-lui qu'elle commence lundi. » L'arrivée d'Élodie Leblanc au sein de Mercier Innovation fut comme une bourrasque, d'air frais dans une pièce longtemps restée close. Dès son premier jour, elle imposa un rythme et une énergie qui surprirent même les plus anciens collaborateurs. Comme promis lors de son entretien, elle commença par rencontrer individuellement chaque membre de l'équipe dirigeante, écoutant plus qu'elle ne parlait, prenant des notes dans un petit carnet qu'elle gardait toujours avec elle. Cette phase d'observation ne dura qu'une semaine. Une semaine pendant laquelle Laurent observa avec un mélange de curiosité et d'appréhension cette femme déconcertante qui semblait absorber l'essence même de son entreprise comme une éponge. Le lundi suivant, elle convoqua une réunion générale dans l'auditorium du siège social. Tous les employés présents à Lyon furent invités et des connexions vidéo furent établies avec les filiales à l'étranger. Laurent, assis au premier rang, se demandait ce qu'elle allait bien pouvoir dire pour justifier un tel rassemblement. Élodie monta sur l'estrade avec cette assurance tranquille qui semblait la caractériser. Vêtue d'un tailleur bleu nuit qui contrastait avec le gris et le noir habituel du monde des affaires, elle balaya l'assemblée du regard avant de prendre la parole. « Bonjour à tous », commença-t-elle d'une voix claire qui porta jusqu'au fond de la salle sans avoir besoin d'être amplifiée. « Je m'appelle Élodie Leblanc, et comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, j'ai rejoint Mercier Innovation en tant que directrice des opérations. Mais je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous parler de mon titre ou de mon rôle. Je suis ici pour vous parler d'avenir, notre avenir commun. » Elle fit une pause, laissant ces mots imprégner l'atmosphère. Laurent nota que personne ne toussait, ne chuchotait, ne consultait discrètement son téléphone, tous semblaient suspendus à ses lèvres. « Je ne vais pas vous mentir, » poursuivit-elle. « Mercier Innovation traverse une période difficile. Les chiffres sont ce qu'ils sont, et les défis qui nous attendent sont réels. Mais ce que j'ai découvert cette semaine, en parlant avec nombre d'entre vous, c'est que les plus grands atouts de cette entreprise ne figurent pas dans ses bilans financiers. » Elle descendit de l'estrade et commença à marcher lentement entre les rangées, établissant un contact visuel avec différentes personnes dans l'assistance. « J'ai découvert une passion, un savoir-faire, une intelligence collective qui n'attend qu'à être libérée. J'ai découvert des idées brillantes qui n'ont jamais été entendues, des solutions innovantes qui n'ont jamais été mises en œuvre, des talents qui n'ont jamais été pleinement exploités. » Laurent sentit un pincement au cœur. Était-ce une critique voilée de sa gestion? Pourtant, il ne pouvait nier la justesse de l'observation. « À partir d'aujourd'hui, »
annonça-t-elle. En revenant sur l'estrade, nous allons faire les choses différemment. Non pas parce que ce qui a été fait avant était mauvais, au contraire, c'est ce qui a fait de Mercier Innovation une entreprise exceptionnelle pendant plus de 3 décennies. Mais parce que le monde a changé et que nous devons changer avec lui. Elle présenta alors un plan en 3 phases, similaire à celui qu'elle avait montré à Laurent lors de leur entretien, mais adapté pour une audience plus large. Ce qui frappa Laurent, c'était sa capacité à rendre accessibles des concepts complexes, à transformer des chiffres arides en visions inspirantes, à parler de restructuration sans susciter la peur. Ce ne sera pas facile, conclut-elle, après près d'1 heure de présentation. Il y aura des moments difficiles, des décisions douloureuses, des remises en question profondes, mais je crois sincèrement que nous avons tout ce qu'il faut pour réussir cette transformation, et je m'engage personnellement, devant vous tous, à donner tout ce que j'ai pour que Mercier Innovation redevienne non seulement une entreprise prospère, mais un leader visionnaire dans son domaine. Elle marqua une pause, son regard parcourant une dernière fois l'Assemblée avant de se poser sur Laurent. Avec votre aide et sous la direction de M. Mercier, dont la vision a créé cette entreprise et dont l'expérience reste notre boussole la plus précieuse, nous allons écrire ensemble le prochain chapitre de cette histoire extraordinaire. Les applaudissements qui suivirent ne furent pas de simple politesse. Ils éclatèrent spontanément, nourris d'un enthousiasme qui semblait avoir déserté les lieux depuis longtemps. Laurent se surprit à applaudir lui aussi, touché malgré lui par cette femme qui avait su trouver les mots justes pour rallumer une flamme qu'il croyait éteinte. Les semaines qui suivirent furent intenses, parfois chaotiques, mais toujours animées par cette énergie nouvelle qu'Élodie avait insufflée à l'entreprise. Elle mit en place des équipes transversales chargées de missions spécifiques: optimisation des processus, innovation produit, expérience client, développement international. Chaque équipe réunissait des profils variés, mélangeant délibérément les anciens et les nouveaux, les techniciens et les commerciaux, les créatifs et les analytiques. Laurent observait cette transformation avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. D'un côté, il était impressionné par l'efficacité d'Élodie, par sa capacité à mobiliser les énergies, à décloisonner les services, à faire émerger des idées novatrices. De l'autre, il se sentait parfois mis à l'écart, consultant honoraire dans sa propre entreprise. Un soir de décembre, alors que la plupart des employés avaient déjà quitté le bureau, il trouva Élodie encore à son poste, plongée dans l'analyse de rapports financiers. La neige tombait doucement dehors, rappelant étrangement ce jour d'hiver où une fillette affamée était entrée dans sa vie. Il y avait si longtemps. « Vous travaillez trop », dit-il en s'appuyant contre l'encadrement de la porte. Elle leva les yeux, surprise, puis sourit. « C'est l'hôpital qui se moque de la charité, non? Vous êtes encore là aussi. » Touché, admit-il en entrant dans le bureau. « Mais j'ai l'excuse de l'âge. Les vieux dormeurs comme moi n'ont besoin que de quelques heures de sommeil. » Elle rit, refermant le dossier qu'elle consultait. « Je voulais terminer l'analyse des coûts avant demain. Notre réunion avec le fournisseur japonais est cruciale. » Laurent s'assit face à elle. « Vous avez fait un travail remarquable ces dernières semaines, Élodie. Je tenais à vous le dire. »« Merci, » répondit-elle simplement. « Mais c'est un travail d'équipe. Je n'ai fait que libérer des potentiels qui étaient déjà là. Ne soyez pas trop modeste. Vous avez apporté quelque chose de nouveau, une vision, une méthode, une humanité qui nous manquait. » Elle le regarda longuement, comme si elle cherchait à déchiffrer quelque chose dans son expression. « C'est curieux que vous utilisiez ce mot, l'humanité. C'est précisément ce que j'ai toujours admiré chez vous, même si peu de gens le voyaient. » Laurent fut surpris par cette remarque. « Vous m'aviez dit lors de notre entretien que vous aviez une connexion personnelle avec l'entreprise. Quelle est-elle exactement ?» Élodie hésita, semblant peser ses mots. « C'est une longue histoire, comme je vous l'ai dit, et peut-être pas pour ce soir. Nous avons tous les deux besoin de repos avant demain. » Laurent acquiesça, respectant sa réticence tout en restant intrigué. Une autre fois, alors. Ils quittèrent ensemble le bâtiment, marchant côte à côte dans la neige jusqu'au parking souterrain. Leur conversation dériva vers des sujets professionnels, les projets en cours, les défis à venir, les premiers résultats encourageants qui commençaient à se manifester. Malgré la différence d'âge et de statut, Laurent se surprit à apprécier cet échange,
à sentir son esprit stimulé par la perspicacité d'Élodie, par sa façon différente d'aborder les problèmes. « Bonne nuit, monsieur Mercier », dit-elle en arrivant à sa voiture, une Peugeot électrique discrète qui contrastait avec la Bentley de Laurent. « Laurent, corrigea-t-il impulsivement, je pense que nous pouvons laisser tomber les formalités, du moins en privé. » Elle sourit, et pendant un instant, il eut l'impression fugace de reconnaître ce sourire comme un écho d'un souvenir ancien. « Bonne nuit, Laurent, dans ce cas. » Les mois passèrent, et avec eux vinrent les premiers signes tangibles de redressement. Le contrat avec le fournisseur japonais fut renégocié à des conditions plus favorables. Une nouvelle gamme de produits, développée en un temps record grâce à la méthodologie agile mise en place par Élodie, rencontra un accueil enthousiaste lors du Salon international de l'électronique de Berlin. 3 clients majeurs qui avaient menacé de rompre leur contrat renouvelèrent finalement leur confiance, séduits par les innovations proposées. Plus significatif encore, l'ambiance au sein de l'entreprise avait radicalement changé. Les gens souriaient dans les couloirs. Les réunions débordaient d'idées et d'énergie. Les équipes collaboraient spontanément sans se soucier des frontières hiérarchiques traditionnelles. Même les plus sceptiques, ceux qui avaient d'abord vu en Élodie une intruse venue bouleverser leurs habitudes, reconnaissaient maintenant la valeur de son approche. Un matin de printemps, Laurent fut convoqué à une réunion extraordinaire du conseil d'administration. Contrairement aux précédentes sessions tendues, l'atmosphère était étonnamment légère. Philippe Dumas, qui avait été le premier à soulever la question de la transition, arborait un sourire satisfait. « Les chiffres du premier trimestre sont au-delà de nos espérances », annonça-t-il en distribuant un rapport fraîchement imprimé. Le chiffre d'affaires est en hausse de 12% par rapport aux prévisions. Les marges se rétablissent et le cours de l'action a regagné 23% depuis janvier. Des murmures approbateurs parcoururent à la table. Laurent parcourut rapidement le document, confirmant ce qu'il savait déjà intuitivement. Mercier Innovation était sur la voie du redressement. Je pense que nous devons tous reconnaître le rôle crucial joué par Madame Leblanc dans ce retournement de situation, poursuivit Philippe. Sa vision stratégique et son leadership transformationnel ont littéralement sauvé cette entreprise d'une spirale descendante qui semblait inévitable. Laurent acquiesça, conscient de la justesse de cette évaluation, même si elle ravivait son sentiment ambivalent, fierté de voir son entreprise renaître, mais aussi douleur sourde de n'avoir pas été lui-même l'artisan de ce renouveau. Je propose donc, conclut Philippe, de formaliser cette réussite en nommant Élodie Leblanc au poste de directrice générale, tandis que Laurent conserverait la présidence du groupe et du conseil d'administration. Une répartition des rôles qui me semble optimale pour l'avenir de Mercier Innovation. La proposition fut adoptée à l'unanimité, y compris par Laurent lui-même, qui reconnaissait la logique implacable de ce choix. Élodie, invitée à rejoindre la réunion pour entendre la décision, accepta sa nomination avec une grâce et une humilité qui ne firent qu'accentuer l'admiration générale. « Je suis profondément honoré de cette confiance », déclara-t-elle, « mais je tiens à souligner que cette réussite n'aurait pas été possible sans la fondation solide bâtie par Laurent Mercier, ni sans son soutien constant ces derniers mois. Je m'engage à poursuivre cette collaboration fructueuse, en respectant l'héritage de cette grande entreprise, tout en la préparant aux défis du futur. » Après la réunion, alors que les autres membres du conseil se dispersaient, Laurent resta seul avec Élodie dans la grande salle de conférence. Un silence confortable s'installa entre eux, comme celui qui existe entre deux personnes qui n'ont plus besoin de mots pour se comprendre. « Félicitations, directrice générale, » dit-il, finalement, avec un sourire sincère. « C'est amplement mérité. »« Merci, président, » répondit-elle sur le même ton. « J'espère être à la hauteur de ce nouveau défi. »« Vous le serez, » affirma-t-il. « Vous l'avez déjà prouvé. » Il hésita un instant, puis ajouta « Vous savez, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous, Élodie. Parfois, j'ai l'impression que vous comprenez cette entreprise mieux que moi-même, comme si vous la connaissiez depuis toujours. » Une ombre passa dans le regard d'Élodie, si fugace que Laurent crut l'avoir imaginée. « Peut-être est-ce le cas, d'une certaine façon, » dit-elle énigmatiquement. « Peut-être que nos destins étaient liés bien avant notre rencontre officielle. » L'été s'installa sur Lyon, baignant la ville d'une lumière dorée et d'une chaleur qui invitait à la légèreté. Pour Mercier Innovation,
Cette saison marquait symboliquement le passage définitif de l'hiver à l'été, de la crise à la renaissance. Les indicateurs financiers continuaient leur progression, le carnet de commandes se remplissait et l'entreprise avait même commencé à recruter de nouveaux talents, après des années de gel des embauches. Laurent avait progressivement accepté son nouveau rôle. S'il avait d'abord craint de se sentir inutile, relégué à une fonction honorifique, il découvrait peu à peu les avantages de cette position. Libéré des contraintes quotidiennes de la gestion opérationnelle, il pouvait enfin prendre du recul, réfléchir aux grandes orientations stratégiques, renouer avec la vision à long terme qui avait toujours été sa force. Élodie le consultait régulièrement, valorisant son expérience et son intuition, l'intégrant naturellement dans les décisions importantes sans jamais le traiter comme une relique du passé. Leur collaboration, initialement teintée d'une certaine méfiance de sa part, s'était transformée en une relation de confiance et de respect mutuel. Ils formaient un duo complémentaire qui suscitait l'admiration à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise. Les médias économiques parlaient même du modèle Mercier-Leblanc, comme d'un exemple de transition réussie entre générations. Ce jour-là, Laurent avait proposé à Élodie de déjeuner ensemble sur la terrasse panoramique du dernier étage, un espace rarement utilisé, mais qui offrait une vue imprenable sur Lyon et ses deux fleuves. Il avait fait monter un repas simple, salade niçoise, pain frais, fromages locaux et une bouteille de Condrieu, ce vin blanc délicat produit sur les coteaux escarpés au sud de la ville. « À notre réussite, dit-il en levant son verre. « À Mercier Innovation, répondit Élodie en faisant teinter son verre contre le sien, et à son fondateur visionnaire. Ils mangèrent quelques instants en silence, savourant la brise légère qui adoucissait la chaleur de juillet. Laurent observait discrètement sa directrice générale, toujours intrigué par ce mélange de force et de vulnérabilité qu'il percevait chez elle, par cette connexion inexplicable qu'il ressentait en sa présence. « Vous ne m'avez jamais raconté, dit-il finalement, quelle était cette connexion personnelle que vous aviez mentionnée lors de notre premier entretien. Je crois qu'il est temps, vous ne pensez pas ?» Élodie reposa lentement sa fourchette, son regard se perdant un instant dans le panorama de la ville. « Vous avez raison, admit-elle. Il est temps. » Elle prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. « Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais nous nous sommes déjà rencontrés il y a longtemps, bien avant mon entretien d'embauche. » Laurent fronça les sourcils, fouillant dans sa mémoire. Il avait rencontré des milliers de personnes au cours de sa carrière, clients, fournisseurs, partenaires, concurrents, étudiants, journalistes. Comment aurait-il pu se souvenir d'une rencontre spécifique? « C'était en hiver, poursuivit-elle doucement. J'étais une enfant, une fillette qui avait fui Valence après avoir perdu ses parents. J'étais seul, affamé, désespéré. Je suis entré dans le hall de Mercier Innovation, simplement parce que le bâtiment semblait accueillant et que je n'en pouvais plus de marcher dans le froid. » Le verre que Laurent tenait glissa de ses doigts et se brisa sur la table, répandant le vin blanc comme une tache d'or liquide. Il ne sembla pas le remarquer, figé par une révélation qui le frappait avec la force d'un coup physique. « Élodie Leblanc, murmura-t-il, le nom prenant soudain une toute autre signification. « La petite fille, c'était vous. » Elle hocha la tête, ses yeux sombres brillant d'une émotion contenue. « C'était moi. La petite fille à qui vous avez offert un repas complet dans la cafétéria des cadres, alors que n'importe qui d'autre l'aurait simplement mise à la porte. » Laurent était submergé par les souvenirs qui affluaient maintenant. La fillette tremblante dans le hall, son regard trop mature pour son âge. Le petit déjeuner partagé en silence. « Et ce mot, la note, dit-il, sa voix à peine audible. Vous m'aviez laissé une note. » Élodie sourit, un sourire empreint de tendresse et de gratitude. « Vous vous en souvenez. Merci pour aujourd'hui. Un jour, je reviendrai pour vous aider. Je me demandais si vous l'aviez gardé. »« Je l'ai gardé, » confirma Laurent, encore sous le choc de cette révélation. « Pendant des années, dans mon portefeuille. Je l'ai peut-être encore quelque part. » Il se tut, assimilant progressivement les implications vertigineuses de cette coïncidence. Ou était-ce plus qu'une coïncidence? La fillette affamée d'hier était devenue la femme brillante qui avait sauvé son entreprise. La boucle se refermait d'une façon si parfaite, si poétique, qu'elle semblait écrite par un romancier plutôt que par le hasard de la vie réelle. « Que s'est-il passé après ?» demanda-t-il finalement.
après que Sylvie vous ait conduite à ce centre d'accueil. C'est une longue histoire, répondit Élodie en essuyant délicatement le vin renversé avec une serviette. Mais pour faire court, j'ai eu de la chance, beaucoup de chance. Le centre était dirigé par une femme extraordinaire, Madame Rousseau, qui a vu quelque chose en moi. Elle m'a prise sous son aile, m'a aidé à retourner à l'école. J'étais déterminé. Peut-être pour prouver que je valais quelque chose, peut-être pour honorer la mémoire de mes parents, ou peut-être, d'une certaine façon, pour mériter ce petit déjeuner que vous m'aviez offert sans rien attendre en retour. Laurent écoutait, fasciné par ce récit qui comblait 20 ans de vide entre deux moments de sa vie. J'ai obtenu une bourse pour le lycée, puis pour les classes préparatoires, puis pour HEC, poursuivit-elle. J'ai travaillé plus dur que n'importe qui, déterminé à saisir chaque opportunité, à ne jamais laisser le passé définir mon avenir. Mais vous savez ce qui est étrange? Pendant toutes ces années, je n'ai jamais oublié ce moment dans votre cafétéria, ce geste simple qui, pour vous, n'était probablement rien, mais qui pour moi signifiait tout. Elle marqua une pause, ses yeux plongés dans ceux de Laurent. Vous m'avez traité avec dignité quand j'étais au plus bas. Vous m'avez donné plus qu'un repas, vous m'avez donné le sentiment que je méritais d'être traité comme un être humain, pas comme un problème ou une nuisance. Laurent sentit sa gorge se nouer par l'émotion. Je ne me souviens même pas pourquoi j'ai fait ça, avoua-t-il. Ce n'était pas dans mes habitudes. C'est précisément ce qui rend ce geste si précieux, répondit doucement Élodie. Il était authentique, spontané, un moment de véritable humanité. Et vous avez tout fait pour tenir cette promesse enfantine, murmura Laurent, encore incrédule. Vous êtes revenu pour m'aider, pour sauver mon entreprise. Je surveillais Mercier Innovation depuis des années, admit-elle. D'abord de loin puis de plus près à mesure que ma carrière progressait. Quand j'ai appris que l'entreprise traversait des difficultés, j'ai su que le moment était venu de tenir ma promesse. J'ai postulé dès que j'ai vu l'annonce pour le poste de directeur des opérations. Vous auriez pu me dire qui vous étiez dès le début, fit remarquer Laurent. Élodie secoua la tête. Je voulais être jugé sur mes compétences, pas sur une histoire sentimentale. Et je n'étais pas certaine que vous vous souviendriez de moi, ou que ce souvenir signifiait quelque chose pour vous. Bien sûr que je me souviens, dit Laurent avec une intensité soudaine. Pas immédiatement, pas consciemment peut-être, mais quelque chose en vous m'a frappé dès notre rencontre, comme un écho, une résonance que je n'arrivais pas à identifier. Ils restèrent silencieux un moment, contemplant la ville qui s'étendait sous leurs pieds, chacun absorbé dans ses propres réflexions. Laurent se sentait étrangement léger, comme si une pièce manquante du puzzle de sa vie venait enfin de trouver sa place. « Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant ?» demanda-t-il finalement. « De cette histoire, je veux dire. »« Sylvie, » répondit Élodie. « Elle m'a reconnu presque immédiatement lors de mon entretien, mais elle a respecté mon souhait de garder le secret jusqu'à ce que je sois prête à vous en parler. » Laurent sourit, pas vraiment surpris. Sylvie avait toujours été plus perspicace que lui pour ce genre de choses. Et maintenant, qu'est-ce que cela change entre nous? Rien, si vous le souhaitez, dit Élodie. Ou tout, c'est à vous de décider. Je voulais simplement que vous sachiez la vérité, que vous compreniez pourquoi cette entreprise compte tant pour moi, au-delà de sa valeur commerciale ou de mon ambition professionnelle. Laurent réfléchit un instant. Je pense que cela change tout en réalité. Pas notre relation professionnelle qui fonctionne parfaitement comme elle est, mais ma perception de tout le reste. Que voulez-vous dire? Je veux dire que votre histoire me fait voir ma propre vie sous un jour différent, expliqua-t-il, cherchant ses mots pour exprimer une révélation qui prenait forme dans son esprit. Pendant des décennies, j'ai mesuré ma réussite en termes de croissance, de part de marché, de bénéfices. J'ai sacrifié des relations, des moments précieux, des possibilités de connexion humaine sur l'autel de cette définition étroite du succès. Il fit un geste englobant la ville en contrebas. J'ai bâti tout cela et pourtant, s'il y a une chose dont je suis vraiment fier aujourd'hui, c'est ce petit déjeuner offert à une enfant affamée il y a 20 ans. Un geste que j'avais presque oublié, mais qui a eu plus d'impact que toutes mes décisions stratégiques réunies. Élodie l'observait attentivement, touchée par cette vulnérabilité inhabituelle chez cet homme généralement si maître de lui-même. « Ce n'est pas trop tard, vous savez, » dit-elle doucement, « pour redéfinir ce qui compte vraiment, pour construire un héritage qui va au-delà des chiffres et des bilans financiers. » Laurent hocha lentement la tête.
C'est exactement ce que je commence à comprendre. Et peut-être est-ce cela le véritable cadeau que vous m'avez fait en revenant dans ma vie, Élodie. Pas seulement sauver mon entreprise, mais me rappeler pourquoi j'ai créé cette entreprise en premier lieu. Pour faire une différence, pour laisser une marque positive dans ce monde. Il se leva, s'approchant de la balustrade qui entourait la terrasse. De là-haut, Lyon semblait si paisible, si permanente, un entrelacement harmonieux de passé et de présent, de tradition et d'innovation. « J'ai une idée », dit-il soudainement, se tournant vers Élodie qui l'avait rejoint. Une vision pour l'avenir de Mercier Innovation qui va bien au-delà de la technologie ou du profit, et j'aimerais vous la partager. Le soleil commençait à descendre vers l'horizon, baignant la terrasse d'une lumière ambrée qui semblait sanctifier ce moment de reconnexion et de renaissance. Côte à côte, le fondateur vieillissant et la jeune directrice générale contemplaient le même paysage, mais avec des yeux nouveaux, des yeux qui voyaient au-delà des bâtiments et des rues, jusqu'aux possibilités infinies que l'avenir leur réservait. 2 ans s'étaient écoulés depuis cette conversation sur la terrasse qui avait tout changé. 2 années pendant lesquelles Mercier Innovation avait non seulement retrouvé sa position de leader sur le marché, mais s'était réinventé d'une façon que personne n'aurait pu prévoir. Le siège social, autrefois temple austère du capitalisme technologique, s'était transformé. L'imposant hall d'entrée, tout en marbre et métal, accueillait désormais un espace ouvert baptisé « La Confluence », nom inspiré par le lieu où le Rhône et la Saône se rejoignent à Lyon. Cet espace hybride, à mi-chemin entre la galerie, d'art, le café communautaire et l'incubateur de start-up, était accessible au public et bourdonnait d'activités du matin au soir. C'était le symbole le plus visible de la nouvelle direction prise par l'entreprise. Fruit de cette vision que Laurent avait partagée avec Élodie ce jour d'été. Une vision qui avait d'abord semblé utopique, presque naïve, mais qui prenait maintenant vie sous leurs yeux. En ce matin d'automne, Laurent traversait la Confluence, d'un pas tranquille, saluant les visages familiers. Étudiants venus travailler sur leurs projets, entrepreneurs locaux utilisant les espaces de coworking, artistes exposant leurs œuvres, employés de Mercier Innovation se mêlant naturellement à cet écosystème vivant. À 69 ans, il se sentait plus énergique, plus présent qu'il ne l'avait été depuis des décennies. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message d'Élodie. « N'oubliez pas, 10 heures, inauguration du centre Mercier-Leblanc. Je vous attends sur place. » Laurent sourit. Le centre Mercier-Leblanc. Ce nom associé sonnait désormais comme une évidence, le symbole d'une collaboration qui dépassait largement le cadre professionnel pour devenir une véritable alliance de cœur et d'esprit. Il sortit du bâtiment et monta dans la voiture qui l'attendait, non plus la Bentley ostentatoire d'autrefois, mais une berline électrique développée par l'une des start-up soutenues par la fondation qu'il avait créée avec Élodie. Le trajet jusqu'au quartier de la Croix-Rousse, sur les hauteurs de Lyon, lui donna le temps de réfléchir au chemin parcouru. Après leur conversation révélatrice, Laurent et Élodie avaient travaillé ensemble à redéfinir l'ADN même de Mercier Innovation. L'entreprise restait fondamentalement technologique, mais sa mission s'était élargie, intégrant une dimension sociale et environnementale qui n'était plus un simple vernis marketing, mais le cœur même de sa stratégie. La technologie avec âme, comme l'appelait Élodie, était devenue leur signature. Chaque innovation, chaque produit, chaque service devait répondre à 3 critères essentiels: excellence technique, impact social positif et durabilité environnementale. Ce qui avait d'abord été accueilli avec scepticisme par certains actionnaires s'était révélé être une stratégie commerciale brillante. Les consommateurs, particulièrement les jeunes générations, plébiscitaient cette approche authentique et responsable. Mais la transformation la plus profonde était sans doute celle de Laurent lui-même. L'homme d'affaires impitoyable, obsédé par les résultats et souvent distant des réalités humaines, avait progressivement laissé place à un leader plus réfléchi, plus attentif, plus connecté aux autres et au monde qui l'entourait. Sa relation avec sa fille Camille s'était également transformée. Après des années de distance polie, ils avaient renoué un lien véritable. Camille avait quitté son poste dans la finance à New York pour revenir à Lyon, rejoignant la fondation créée par son père et Élodie. Elle y dirigeait maintenant les programmes éducatifs,
mettant son intelligence et son énergie au service de la nouvelle mission familiale. La voiture s'arrêta devant un bâtiment fraîchement rénové, ancienne usine de soie reconvertie en un espace lumineux aux lignes contemporaines, tout en préservant son caractère historique. Une petite foule était déjà rassemblée devant l'entrée. Officiels, journalistes, partenaires, et surtout des jeunes. Beaucoup de jeunes aux visages animés d'une excitation palpable. Laurent repéra immédiatement Élodie, rayonnante, dans un tailleur-pantalon couleur améthyste, en grande conversation avec le maire de Lyon. À 34 ans, elle incarnait cette nouvelle génération de leaders qui ne séparaient plus succès économique et responsabilité sociale. Sous sa direction, Mercier Innovation avait non seulement retrouvé sa prospérité financière, mais était devenu un modèle d'entreprise du XXIe siècle, régulièrement cité dans les écoles de commerce, comme exemple de transformation que réussit. « Ah, voilà notre visionnaire !» s'exclama le maire en voyant Laurent approcher. « Nous parlions justement de l'impact que ce centre aura sur le quartier. » Laurent serra les mains tendues, échangeant quelques mots avec les dignitaires présents, mais son regard revenait sans cesse vers Élodie, comme attiré par un aimant invisible. Leur complicité, née de cette histoire extraordinaire qui les liait, était devenue la pierre angulaire de tout ce qu'ils avaient bâti ensemble. « Prêt pour le grand moment ?» lui demanda-t-elle discrètement, lorsqu'ils se retrouvèrent un instant à l'écart de la foule. « Aussi près qu'on peut l'être pour voir un rêve devenir réalité, » répondit-il. Élodie sourit, ce sourire lumineux qui avait le don de dissiper toutes les incertitudes. « C'est votre vision qui nous a menés ici, Laurent. Ne l'oubliez jamais. »« Notre vision, » corrigea-t-il. « Je n'aurais jamais trouvé ce chemin sans vous. » La cérémonie d'inauguration commença. Sur l'estrade dressée devant le bâtiment, différents intervenants se succédèrent. Le maire, la présidente de la région, un représentant du ministère de l'Éducation, Camille, en tant que directrice des programmes éducatifs. Chacun soulignait l'aspect novateur du projet. Un centre intégré offrant accompagnement, formation et opportunités professionnelles aux jeunes issus de milieux défavorisés ou en situation de vulnérabilité. Mais ce n'était pas qu'un centre social traditionnel. Conçu comme un écosystème complet, il combinait hébergement temporaire, éducation formelle et informelle, incubateur de projets et connexion directe avec le monde de l'entreprise via Mercier Innovation et son réseau de partenaires. L'objectif n'était pas simplement d'aider ces jeunes à s'intégrer dans le système existant, mais de leur donner les moyens de le transformer, d'y apporter leurs perspectives uniques, leurs talents inexploités. Vint enfin le moment où Laurent et Élodie montèrent ensemble sur l'estrade. Un silence respectueux s'installa dans l'assistance. Laurent prit la parole en premier, sa voix portant clairement dans l'air frais de l'automne. « Il y a longtemps, commença-t-il, j'ai rencontré une jeune fille affamée qui cherchait simplement un repas. Je lui ai offert un petit déjeuner, sans savoir que ce geste simple, presque insignifiant à mes yeux, planterait une graine qui changerait nos deux vies. » Des murmures intrigués parcoururent l'assistance. Cette histoire n'était pas connue. Du public, cette jeune fille, poursuivit-il en se tournant vers Élodie, se tenait debout face à l'adversité avec une dignité qui m'a touché sans que je le comprenne vraiment. Elle m'a laissé un mot promettant de revenir un jour pour m'aider. Une promesse d'enfant que j'ai presque oubliée, mais qu'elle a tenue au-delà de toute espérance. Les regards se tournèrent vers Élodie, dont les yeux brillaient d'émotions contenues. Laurent continua, sa voix gagnant en intensité. Cette jeune fille est devenue la femme remarquable qui se tient à mes côtés aujourd'hui. Elle est revenue dans ma vie au moment précis où j'en avais le plus besoin, non seulement pour sauver mon entreprise, mais pour me rappeler ce qui compte vraiment, l'humanité qui nous connecte tous, la possibilité que chaque rencontre, chaque geste, aussi petit soit-il, puisse contenir les graines d'un avenir meilleur. Des applaudissements spontanés éclatèrent, mais Laurent leva la main pour les apaiser. Ce centre que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas un acte de charité. C'est un investissement dans le potentiel humain, dans ses talents extraordinaires, qui ne demandent qu'à s'épanouir si on leur en donne la chance. Chaque jeune qui franchira ces portes porte en lui ou en elle des possibilités infinies, comme Élodie Leblanc en portait il y a 15. Il céda alors la parole à Élodie, qui s'avança visiblement émue. « Merci, Laurent, dit-elle simplement.
Puis, s'adressant à l'Assemblée, « L'histoire que Laurent vient de partager est la mienne. Je suis cet enfant qui a reçu bien plus qu'un repas ce jour-là. J'ai reçu la conviction que je méritais une place dans ce monde, que mon existence avait de la valeur. » Sa voix, habituellement si assurée, tremblait légèrement, mais elle poursuivit avec détermination. Ce centre est né de notre conviction commune que le succès n'a de sens que s'il est partagé, que la technologie n'a de valeur que si elle sert l'humain, et que l'entreprise peut être une force de transformation positive dans la société. Chaque jeune qui trouvera ici un refuge, un mentor, une formation, une opportunité, porte en lui le potentiel de changer non seulement sa propre vie, mais aussi celle des autres, créant ainsi une cascade de possibilités qui se propagera bien au-delà de ses murs. Elle marqua une pause, son regard parcourant la foule avant de se poser sur un groupe de jeunes au premier rang, les premiers bénéficiaires du programme, sélectionnés pour leur potentiel et leur motivation. À vous, qui commencez aujourd'hui ce voyage avec nous, je veux dire ceci: votre passé ne définit pas votre avenir. Vos circonstances actuelles ne déterminent pas votre potentiel. Vous êtes bien plus que ce que le monde vous a peut-être fait croire jusqu'à présent. Et nous sommes là, non pas pour vous sauver, mais pour vous accompagner tandis que vous découvrez et libérez votre propre puissance. Les applaudissements qui suivirent étaient assourdissants, chargés d'une émotion authentique qui transcendait la simple politesse protocolaire. Laurent et Élodie, côte à côte, coupèrent symboliquement le ruban qui barrait l'entrée du centre, puis invitèrent l'assistance à les suivre pour une visite des lieux. L'intérieur du bâtiment reflétait parfaitement la philosophie du projet, espace à la fois fonctionnel et beau, conçu pour favoriser la collaboration tout en respectant le besoin d'intimité, alliance harmonieuse de technologies de pointe et de matériaux naturels. Chaque détail avait été pensé pour créer un environnement qui élève l'esprit et nourrit la créativité. Alors que la visite se poursuivait, Laurent se retrouva un instant seul avec Élodie dans l'une des salles de projet, légèrement en retrait du groupe principal. « Nous l'avons fait, dit-il doucement. Nous avons transformé cette histoire en quelque chose qui continuera bien après nous. » Élodie acquiesça, contemplant l'espace autour d'eux, cet endroit qui n'existait même pas dans leurs rêves les plus fous 2 ans plus tôt. « C'est ça étrange de penser que tout cela est né d'un simple petit déjeuner. »« Pas si étrange, » répondit Laurent. « Les plus grands changements commencent souvent par les gestes les plus simples. C'est peut-être la leçon la plus importante que vous m'ayez enseignée. » Ils rejoignirent le groupe, continuant la visite qui s'acheva dans le jardin intérieur, un espace verdoyant au cœur du bâtiment, symbole de croissance et de renouveau. Là, sous un érable japonais dont les feuilles rougeoyantes semblaient capturer la lumière de l'automne, les premiers résidents du centre attendaient, prêts à partager leurs histoires et leurs aspirations avec les invités. Laurent les écoutait avec attention, frappé par leur lucidité, leur courage, leur détermination malgré les obstacles qu'ils avaient déjà dû surmonter. Il se reconnaissait dans certains d'entre eux, cette faim de réussir, cette volonté de prouver sa valeur. Mais grâce à ce centre, ils n'auraient pas à sacrifier leur humanité sur l'autel du succès, comme ils l'avaient fait pendant si longtemps. La journée s'étirait, lumineuse et riche en émotions. Les invités officiels partirent progressivement, laissant place à une atmosphère plus détendue. Laurent, Élodie et Camille s'assirent dans le jardin avec quelques-uns des jeunes résidents et des membres de l'équipe du centre, partageant un repas simple mais délicieux préparé par la cuisine communautaire, autre composante essentielle du projet, formant à la fois au métier de la restauration et à l'alimentation durable. « À quoi pensez-vous » demanda Élodie, observant Laurent qui semblait absorbé dans ses réflexions. « Je pense à la beauté des cercles qui se referment, » répondit-il. « Je pense à tout ce que j'aurais manqué si je n'avais pas pris cette décision impulsive il y a 20 ans, si je n'avais pas écouté cette petite voix qui me disait d'être simplement humain ce jour-là. » Camille, qui s'était rapprochée, posa une main sur l'épaule de son père. « Tu as toujours eu cette humanité en toi, papa. Elle était juste enfouie sous des couches de responsabilité et d'attente. Peut-être, concéda Laurent, mais il a fallu une enfant courageuse pour me le rappeler et une femme exceptionnelle pour me montrer comment l'intégrer à ma vision du monde. » Le soleil commençait à décliner, baignant le jardin d'une lumière dorée qui semblait sanctifier ce moment de communion. Autour d'eux,
les jeunes résidents discutaient avec animation, débordant de projets et d'espoir. L'énergie qui circulait était presque palpable, cette sensation grisante que tout est possible, que le futur est une page blanche sur laquelle chacun peut écrire sa propre histoire. « Vous savez ce qui me frappe ?» dit soudain Élodie. « Nous parlons souvent de donner une seconde chance à ces jeunes, mais en réalité beaucoup d'entre eux n'ont jamais eu de première chance véritable. Ce que nous faisons ici, c'est simplement niveler un terrain de jeu qui n'a jamais été équitable. » Laurent hocha la tête, touché comme toujours par la perspicacité d'Élodie. Et dans le processus, nous nous donnons aussi une seconde chance. Une chance de créer un héritage qui transcende les bilans financiers et les parts de marché. Un héritage d'humanité, compléta Camille. Exactement, confirma Laurent, car au final, c'est la seule chose qui compte vraiment. Alors que la nuit tombait doucement sur Lyon, enveloppant la ville dans son manteau d'obscurité veloutée, le centre Mercier-Leblanc brillait comme un phare d'espoir et de possibilités. À l'intérieur, des vies commençaient à se transformer. Des rêves prenaient racine, des potentiels s'éveillaient. Et au cœur de ce miracle quotidien, une vérité simple mais profonde résonnait comme un mantra silencieux. Un seul geste de bonté peut changer des vies, une seule rencontre peut altérer des destins. Et l'investissement le plus précieux que nous puissions jamais faire est celui que nous faisons dans l'humanité des autres et dans la nôtre.